il y a Sam Zira qui est venu à ce micro il y a quelques jours dans la matinale, donc qui est spécialiste de la télé-réalité, et qui disait qu'en fait, pour lui, et c'est vrai que quand même, ce que tu es en train de dire sur comment ça a pu mettre un pied dans la porte et tout faire glisser, il dit qu'en fait, pour lui, actuellement, les politiciens se conduisent comme des candidats de télé-réalité. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, c'est en cela que je dis que ça a tout perverti. Parce que le fait qu'il y ait d'abord les émissions de télé-réalité pure, ensuite tout l'infotainment, justement, on parlait de TPMP, c'est la plus grosse représentation de ça, où d'abord c'est du divertissement, puis ça devient politique, puis ça commence à tout bipiner, à tout mélanger. À cause de ces émissions-là, tout a été sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout a été dans la quotidienneté, dans la vulgarité au sens large, en fait. Et dans la réaction rapide, tout ça. D'un coup, le populisme est rentré par la grande porte, et il s'agissait de tout revoir à la baisse, un nivellement par le bas, intellectuel, etc. Donc, il fallait vraiment que tout soit accessible pour tout le monde, que tout soit mis en scène, pour que tout soit vraiment que tout le monde puisse s'identifier, en fait, que nous soyons tous en fait des personnages de fiction au fond. Et pour moi il y avait deux choses qui n'allaient pas qui ne vont toujours pas sur ces programmes-là. C'est quand il n'y a pas vraiment de règles du jeu, quoi. À la limite, quand il y a un jeu, tu te dis il y a quelque chose, on fait des équipes et tout, c'est rigolo, on s'identifie à un jeu, mais là il n'y avait pas vraiment de règles du jeu à part voir les gens vivre. Et puis ça a ouvert la voie, je dirais, tout le monde peut s'exprimer sur n'importe quel sujet. Oui. Tout le monde était expert. C'est le PMU du coin. C'est le PMU. Tout le monde est expert de sa propre vacuité. Ouais, vacuité. Et parfois on va demander l'avis sur des sujets très sérieux. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, on va demander qu'est-ce que tu penses des droits de douane. Toi, on aurait demandé de Trump. Mais j'en suis un produit. Je veux dire, moi, on me demandait mon avis sur des sujets que je ne maîtrisais pas, mais tout ce qui comptait n'était pas le fond, c'était la forme. Du moment que c'était outrancier, grandiloquent, on avait l'impression que j'étais convaincante. Alors que je vous le confie, les trois quarts des choses, de toute façon, ça s'est un peu vu que j'étais débile, mais je veux dire, les trois quarts des choses n'étaient absolument pas maîtrisées. Et peu importe, c'est ça la nouvelle télé aujourd'hui. C'est exactement ce que tu décris. Mais justement, Livio, tu parles beaucoup de sujets de société dans tes BD, que ce soit sur Insta ou donc dans les bonnes librairies. Est-ce que tu penses que la télévision est encore apte à les faire avancer ? Alors franchement, après moi je sais, pour le coup je sais pas trop ce que c'est que la télé aujourd'hui. Enfin si, j'ai une idée, mais qui est du coup relayée par les réseaux. Donc c'est pas forcément quotidien et fut un temps TPMP, tu vois. Pour moi, il y a que 2 émissions phares en télé, c'est ça, tu vois. Après, ces chaînes cette espèce d'affrontement continue, voilà. On a reproduit en cette studio, rivalité woke anti-woke, tu vois. Mais du coup, en fait, je sais pas trop ce que c'est que la télé aujourd'hui. Par contre, donc ta question c'était. Le mec est parti. C'est un politique, le mec. Il est trop fort. Je me présente tu penses en 2027. Non, j'ai dit, est-ce que tu penses que justement la télé pourrait encore être apte ? Je pense notamment toutes les émissions qu'on peut avoir sur France 5 et tout. Après, est-ce qu'elles arrivent à toucher un autre public que les téléspectateurs de France 5 ? C'est un autre débat. Mais s'il y a une vraie mission de service public, par exemple. Tu parles plus de production télévisuelle, du coup, pas de. Non, il y a encore des émissions qui font le job en termes d'éducation, notamment sur Arte, bien sûr, notamment à France Télévisions en particulier, qui sont des émissions et ce qui est encore assez réjouissant, qui font office de résistance en fait, et qui sont là encore une fois pour montrer, ou les documentaires comme celui d'Asdine par exemple, qui ont vocation vraiment à tirer la sonnette d'alarme, à être presque. Aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est ça presque. Parce que ton documentaire est politique profondément. Donc je trouve qu'il y a encore une télé politique, engagée, militante. Elle se réduit un peu comme peau de chagrin, mais elle existe encore, notamment sur le service public. Mais que tu regardes sur ton portable. Que tu regardes effectivement à la demande, mais c'est pas grave du moment qu'elle est vue. Exactement, oui. Je suis d'accord. Et c'est pour ça, j'avais envie de vous poser une question sur cette espèce de cliché qui a un peu ce discours des gens. C'est souvent ma génération d'ailleurs qui dit des trucs comme ça, genre ma génération précise, qui critique la télé en disant non, mais c'est un affreux truc de bof. Alors à nouveau, tu vois, je fais l'accent parisien pour imiter les Parisiens, que ce serait un truc vraiment de beauf qu'il faut surtout pas regarder, etc. Déjà, faudrait définir les bofs, mais ça c'est un autre débat. Alors qu'en fait derrière, oui, peut-être qu'on n'a plus de télé chez nous, mais tout le monde a des ordis, des tablettes, des téléphones, et la télé est consommée là-dessus, les plateformes de streaming. Donc en fait, c'est la même chose. Mais c'est marrant, je pense qu'il y a presque un renversement des valeurs. Avant, justement, ceux qui ne regardaient pas la télé étaient les intellos. On n'avait pas de télé à la maison, c'était les bobos, c'était les fils de profs et les profs qui n'avaient pas de télé à la maison. C'était ceux qui, paradoxalement, lisaient Télérama, d'ailleurs. Ils lisaient Télérama et ils lisaient des livres, attention. Ils écoutaient la radio. La radio, d'ailleurs, en passage, elle traversait, je trouve qu'elle traverse les âges et les décennies.
décennies. Et vu que ça dure. Et aujourd'hui, ceux qui regardent la télé, c'est un peu les résistants, c'est les vieux téléspectateurs de France Télé, ceux qui ne sont pas sur les réseaux et qui peuvent apparaître un peu comme les intellos. Évidemment, il y a des poches de résistance, TPMP, la télé-réalité, mais quand même aujourd'hui, regarder la télé, regarder le journal télévisé, c'est devenu un acte de résistance presque intello. Donc, en fait, la télé, quelque part, elle a un peu changé. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que perdure aussi une forme de snobisme, parce que maintenant, l'intello, le bobo, va vraiment, je dirais, s'abaisser à regarder, par exemple, L'amour est dans le pré, en trouvant ça extrêmement réjouissant, extrêmement exotique. Nouvelle star. Donc, mais vraiment, je regarde un peu de manière honteuse, mais j'aime bien voir. C'est comme aller à Marrakech, alors tu votes Front National, tu vois, voilà. Allez, ça, aller à Marrakech parce qu'il y a trop d'argent en France. Exactement. Mais ça, c'est très bien exploité, même par plein d'auteurs et d'intellectuels qui expliquent pourquoi les gens écoutent Jul maintenant, alors qu'avant, on se tordait le nez. Et pareil, la hype sur Marseille, enfin bon, il y a tout un débat à faire très long. Mais justement, on évoquait la question des bofs. Je viens de lire, en fait, en avant-première aussi, décidément, j'ai beaucoup de chance. Le nouvel essai de Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre sur les réseaux sociaux, qu'on recevra dans quelques semaines, qui a écrit un livre qui s'appelle Ascendant Bof. Beauf pour les Parisiens. Quand il va sortir, je vous le recommande vraiment. Ça étudie en fait toute la figure du beauf, pourquoi c'est l'autre et pourquoi les goûts populaires sont d'abord rejetés puis exploités pour montrer une forme de subversion. Et bienvenue pour cette deuxième heure de tunnel sur Move. Je vous rappelle, je fais que ça, vous le rappelez, mais je vous le rappelle encore. Vous pouvez réécouter cette émission en streaming sur le site et l'application Radio France et sur toutes les plateformes. Vous pouvez évidemment l'envoyer à vos proches et vous pouvez toujours mettre 5 étoiles, c'est gratuit et pour moi, c'est génial. C'est comme les chauffeurs Uber en fait. Exactement. Sauf que moi, je peux pas contre-noter le client, l'auditeur, c'est dommage. Asdine, justement, tiens, puisque tu as envie de parler, quelles sont les différences entre le journalisme, parce que toi, du coup, t'es beaucoup allé sur les faits divers, on recevait là toujours Patricia Touranchot, que tu connais peut-être. Patricia, la légendaire, à qui j'ai demandé son avis sur le petit Grégory. Et elle m'a dit... pour elle qui avait fait le coup. En off, elle a dit ça, elle peut pas. Elle a dit s'il vous plaît. Et c'est une fin de carrière. Quoi non, du coup, t'as fait ça, t'as bossé aussi sur l'extrême droite. Oui. Alors moi, je choisis les sujets sympas. Fait divers, extrême droite, terrorisme, suivant. Je t'ai déjà fait emmerder d'ailleurs à cause de ça. Emmerdé menacé, j'imagine, mais emmerdé dans la vraie vie même. Oui. Oui, c'est déjà arrivé que des gens viennent me chercher en soirée. Arrête. Oh bah oui, ils veulent. Au début, c'est une approche un peu. Ils sont jamais très courageux, les haters. Donc ça vient doucement, mais après tu vois quand on commence à te poser des questions, on vient t'emmerder. Après en tournage, il y avait une séquence qui avait tourné où je me faisais. C'était un meeting de Jean-Marie Le Pen justement. C'était entre les deux tours de 2017. 1er mai, donc il y avait eu le premier tour et Marine Le Pen et Macron se retrouvaient en finale et moi j'avais décidé de suivre Jean-Marie Le Pen parce que Marine Le Pen elle avait dit j'irai pas avec mon père, il est trop infréquentable. Et parce qu'il est si beau sur son fond bleu aussi. Magnifique. Et là, avec son cache-œil. Attends, moi j'ai une vraie histoire avec Le Pen, c'est pas une blague. Bon, ça sera l'objet d'un autre truc. Non mais l'histoire, je veux dire, journalistique. Oui, et donc il y a une séquence où j'interroge un militant. Et il me traite de bougnoule et j'essaie de lui expliquer pourquoi et donc il y a cette séquence qui tourne parce qu'il me dit au début il dit moi je suis contre le métissage et tout, pourtant je dis vous êtes un peu bronzé parce que le mec il était bronzé en plus, il me dit vous voulez dire quoi que je suis bougnoule, c'est-à-dire, et donc il me fait tout un truc de bougnoule, donc la séquence et ce truc là avait buzzé et j'avais expliqué en plateau ce qu'était le mot bougnoule, j'ai fait comme un motus, je fais B-O-U-G-L-O-U-L-E, bougnoule, et j'ai fait l'étymologie du mot bougnoule. Donc oui, ça arrive assez souvent quand t'es en frontal avec les militants politiques. Frontal, c'est bien choisi. Bien, yes. Les anti-vax aussi, on avait des gens aussi bien durs, les complotistes. Après, on avait quand même beaucoup de gens qui nous aimaient bien parce que, en fait, même si t'étais de gauche ou droite, ce que les gens appréciaient, c'est qu'en fait, on tapait un peu sur tout le monde. C'est-à-dire que les macronistes trouvent qu'on est trop dur avec le président, la droite qu'on les ringardise, l'extrême droite n'en parlons pas, et Mélenchon, il y a même eu un procès de Jean-Luc Mélenchon sur la République, c'est moi. Donc, en fait, à un moment, si tu veux, moi je leur disais, je veux bien, mais regardez-vous tous. Et tout le monde a un problème avec nous, ça veut dire qu'on fait pas trop mal le boulot. Mais oui, il y a pas mal sur ce sujet-là, il y a toujours beaucoup de tension. Est-ce qu'on peut avoir le story time avec Jean-Marie Le Pen? Parce que là, ça m'a quand même. Jean-Marie Le Pen, donc quand j'arrive au Parisien, premier CDI, on me dit est-ce que tu veux faire l'extrême droite ou l'extrême gauche? Je suis joueur, je vais faire l'extrême droite. J'avais Besancenot ou Le Pen. Et première interview avec Le Pen, je vais à son manoir à Montretout et j'étais chaperonné par le directeur de la rédaction pour ma première interview. On fait l'interview et je me présente, je fais c'est moi qui vais vous suivre.
Voilà, Asdine Ahmed Chaouch, j'ai pas de problème, n'est-ce pas? Tu fais suivez-moi, j'ai une tradition après l'interview. Il sort de son armoire un livre, et c'est un livre auto-édité sur lui-même. Des photos papier glacé, lui avec le truc borgne, enfin tu vois, en noir et blanc. Là. Et il commence à me faire une dédicace. Je suis, oh là là là, il fait une dédicace, mais je peux pas bouger. Il t'a offert son livre. Ouais, attends, et il commence à écrire. Et moi je dis non, mais attends, je vais pas lui dire. C'est un piège, tu vois, Le Pen. C'est comme un cadeau qu'il te fait. Qu'est-ce que tu fais? Il fait pour Az. Il commence à écrire mon prénom. Déjà bravo parce que tu l'as pas écorché, mais la plupart des gens, si tu veux, ils l'écorchent. Et même quand il écrit, moi, il y a 2 Z, 2 D. Et je fais alors Asdine, ça s'écrit A, 2 Z. Il fait, je sais, j'en ai connu des Asdine, j'en ai connu. Voilà. Oh waouh. Là, je fais ouais, il est imbattable, le mec. Waouh. Voilà. Et ça t'a pas glacé le sang un peu là quand même? À chaque fois il passait, il disait Chaouch c'est mon préféré, lui, tu sais, c'était vraiment, il me servait des entrées sans porc alors que j'avais rien demandé quand il y avait des buffets, tu vois. On parle de télévision, voilà le plus grand animal télévisuel politique de tous les temps. Il y a eu lui et Georges Marchais en son temps, qui était donc Georges Marchais, le président du Parti communiste, quand il y avait encore un parti communiste malheureusement, mais il y a toujours Fabien Roussel qui veut interdire. Non mais je veux dire, il a pas l'aura d'un Georges Marchais. Et il y a eu aussi quand même Besancenot un peu, et puis Bernard Tapie évidemment. Nicolas Sarkozy un peu aussi en tant que Mais je veux dire, le plus grand malheureusement, c'était Jean-Marie Le Pen, qui quand il arrivait sur un plateau, connaissait tellement bien la télé qu'il arrivait sur un plateau, déjà il regardait tous les axes de caméra, il savait exactement où se placer, comment prendre la lumière, il saluait tous les cadreurs, pour certains se les mettre dans la poche, enfin pensait-il, et avait préparé tout un tas de punchlines parce qu'il connaissait la règle d'or en télé, que je vous livre, qu'Asdine connaît très bien. C'est qu'en gros, le temps d'attention des spectateurs quand tu fais de la télé, c'est 7 secondes. Pas plus, pas moins. Soit tu commences par une punchline, soit tu termines par une punchline. Et ça, c'est valable pour les animateurs, pour les chroniqueurs, pour les politiques, etc. Et lui, il le savait, mais que trop. Et donc, il se disait, chaque intervention, à part dans ses tunnels, évidemment politiciens, mais pour les punchlines, c'était 7 secondes. Donc, il savait comme ça. Et puis, comme il savait que son temps était compté parce qu'il n'était pas invité tous les jours, c'était l'infréquentable. Et c'est lui, t'as raison, qui a un peu théorisé la phrase punchline parce que il savait qu'il allait avoir ça, qu'elle allait être pris dans tous les JT. Et voilà. Et en plus, l'idéologie d'extrême droite, elle est simpliste, elle va vite, et c'est celle qui correspond le plus au format télé et aujourd'hui au format réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que ça a permis de faire 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés par exemple. Toutes ces formules-là, et aujourd'hui, nous n'avons, pardon pour les responsables politiques, que des enfants de Jean-Marie Le Pen. Je parle vraiment évidemment en termes pas de com, en termes de com. C'est un pionnier en termes de com, sinon c'est une méchante personne qui a été condamnée 25 fois. Voilà. Tu l'as déjà eu toi un plateau, Jean-Marie Le Pen? Non, j'ai eu sa fille, Marine, et qui avait d'ailleurs, Asdine connaît mieux le sujet que moi, mais qui a tout à fait hérité de sa sympathie hors antenne. C'est qu'on a reçu, dans le cadre de Touche pas mon poste ou d'autres émissions que j'ai fait, à peu près tous les politiciens du moment, Sarkozy, etc., Hollande, et elle a fait partie de ceux qui allaient justement saluer les régisseurs, les cadreurs, la petite stagiaire, qui rigolait en loge, qui prenait un petit café, qui était à la machine à café, et qui ont malheureusement aussi le sens, de la com, de la boutade hors antenne pour dédiaboliser leur image. Ils savent faire. Alors après, c'est le cas de tous les politiciens, mais en particulier l'extrême droite, puisqu'ils savent à quel point les gens arrivent avec un a priori. Donc Marine est pareil, un redoutable animal médiatique, et qui là prend un petit coup sur le museau, et qui d'ailleurs a enseigné tout ça à, comment il s'appelle là, Jordan Bardella, qui lui aussi arrive sur un plateau télé, saluant la foule, allant dans la régie. Ils sont quand même assez bien formés, ces moussaillons-là. Et surtout sur les réseaux, ils sont forts. Hein. Tu as complètement raison de le souligner, parce que Jordan doit sa popularité à des choses que moi je connais pas, mais que tu connais bien, savoir TikTok, etc. Exactement. Et puis aussi, sur TikTok, il y a des gens de mon âge qui vont dire, par exemple... Jordan Bardella, il est trop beau, machin. Moi, je le trouve pas du tout, mais bon, c'est mon avis. Non, mais c'est un élément à lecteur. Et donc, les gens, il y a des personnes de mon âge qui vont voter Bardella ou l'extrême droite, pour le etc., physique, quoi. parce que il fait cool. Il est beau, il fait cool, il est jeune. Paola, est-ce que dans les TikTokers qui sont connus, que tu vas connaître mieux que moi, tous les TikTokers vraiment lifestyle, pas ceux qui sont arrivés de base avec un propos engagé, ceux qui font vraiment des trucs entre guillemets généralistes sans position politique, est-ce qu'il y en a qu'on a vu un peu vriller et maintenant se positionner plutôt côté Bardella, ou en tout cas avoir des sympathies pour ça, ou ça reste encore tabou de voter extrême droite? Non, ça reste tabou quand même. Ok. Franchement, après... Thibaut InShape. Ah oui, purée. Mais Thibaut InShape, c'est pas sa génération. Ouais, après moi, mon contenu... Plus vieux que moi.
J'avoue que moi, je bloque tous les trucs extrême droite, machin, je ne veux donner aucune force à ça. Donc, moi, j'ai un algorithme quand même particulier où j'ai rarement des choses comme ça sur mon profil parce que je bloque. Non, mais par contre, à la télé, c'est complètement démocratisé puisqu'on a même une chaîne qui est dédiée à la parole fascisante. Oui. Donc ça donne qui l'eût cru qu'on aurait connu ça, un Fox News à la française sur les réseaux, je sais pas, mais je trouve que la parole fasciste se démocratise et justement grâce à cause du média télé. Exclusivement, quasiment. Bien sûr. Non, je sais pas. Et en fait, et vu qu'il bat des records d'audience, comme on parle télé-audience, il tire les autres médias vers sa ligne éditoriale. Donc, on a aujourd'hui CNews qui a dépassé, qui dépasse régulièrement. A dépassé avant, c'était sur. Première chaîne d'info, je crois. Exactement, oui. Avant, il y avait une émission, c'est de Pascal Praud, qui de temps en temps a dépassé. Là, ça y est, c'est officiel, CNews dépasse. Ce qui fait que BFM, comme n'avait pas beaucoup d'idées pour un peu enrayer cette chute, s'est dit, on va copier ce qui marche. Et donc, aujourd'hui, sur les plateaux de BFM, voilà. Alors, je dis pas, évidemment, on est obligé d'inviter des députés, mais BFM commençait à inviter des identitaires, alors qu'il y avait des fausses fonctions journalistes dans tel média et tout, mais c'était des gens d'ultra droite, même pas d'extrême droite. C'est tellement cohérent avec notre époque, puisque la parole doit être outrancière en ce moment. Tout à fait. Que ça soit dans le divertissement, que ça soit dans la politique, peu importe. Ce qui marche en télé, c'est l'outrance. Après, il y a vraiment ce truc aussi, c'est qu'en fait, on a laissé croire aux gens que toute opinion peut être défendable. Donc, on peut mettre un antisémite qui débat face à un juif, on peut mettre un maghrébin qui débat avec un raciste, une femme qui débat avec un misogyne. Donc en fait, on met des populations minorisées avec les personnes en débat, avec les personnes qui les mettent en danger. Donc pour évidemment, il y a même plein de médias en ligne qui font ça aussi. Et en fait, ça fait du clic. Et les médias télé, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est du clic aussi. Tu dois le voir passer sur les réseaux. Moi, ce qui me choque quand même, c'est que avant, je vais dire à l'époque, comme si j'avais 150 ans, mais avant, c'était vraiment une honte de voter extrême droite. C'est-à-dire les gens qui votaient extrême droite mentaient. C'est-à-dire que c'était impossible de le dire. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens à l'école et tout machin, personne ne le disait. Aujourd'hui, oui, les gens le disent. Et la résistance est faible. Livio, toi, t'en fais partie. Ce que tu fais, c'est la BD, par exemple. Je trouve que c'est un des rares moyens de résistance en ce moment. On revient d'ailleurs à une époque où la BD devient un acte de résistance. Tu dois le voir, toi. Je me pose la question, est-ce qu'ils prennent plus de risques en édition, tu vois, de BD, ou en production de cinéma ? Justement, c'est une vraie question. Et j'ai l'impression qu'il y a des risques qui sont de plus en plus pris, en tout cas des deux côtés. Mais c'est vrai qu'en BD, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite marge d'avance. Voilà. Il y a des sujets qui pourraient pas être exploités au ciné ou encore moins. Et que vous pouvez encore exploiter dans le dessin. Ouais. Mais après, parce que c'est des milieux. Après, tu sais que, la BD n'est pas historiquement à l'extrême droite. Non, mais bien sûr. T'as un côté cheval de Troie, toi, quand même, dans ton taf. C'est que Livio, il fait une BD beaucoup des émotions. En fait, ça vient susciter. Tu utilises souvent quand même la nostalgie. Tu utilises la notion de lien et tout. Et en fait, tu fais toute ta BD, donc on est pris par le truc et on s'identifie, etc. Et c'est souvent sur les dernières slides où il y a un truc méga progressiste. Parce que ça, c'est la présence sur les réseaux, donc tu as des réactions immédiates, tu connais. On a démarré ensemble, là, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est un des premiers comptes que j'ai suivi. Oh, c'est adorable. Voilà. Wow. Mais du coup, il a 1000 ans en 75. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, il n'y avait pas Internet, mytho, c'était Skyblog, on pouvait pas suivre. Non, mais que j'ai suivi avec mes pages Instagram qui ont beaucoup d'abonnés. Voilà, pas que j'ai suivi. En fait, il y a une différence du coup entre l'édition, donc l'objet livre, et ce que tu fais, ce que tu produis pour les réseaux, où il y a une interaction permanente, immédiate. Donc c'est là que tu as des commentaires haineux, de gens qui. Moi, c'est plutôt effectivement à gauche, mais. Donc après c'est beaucoup moins risqué que Kasdin parce que c'est pas un travail journalistique, mais même quand tu proposes en fait quelque chose qui est plus de l'ordre de la fiction mais qui s'inspire d'une réalité politique sociale, de toute façon ça va piquer à un moment donné. Et l'intérêt c'est ça, c'est de la différence entre les réseaux et donc ce concept de réaction immédiate et ce que tu fais en librairie. Et clairement les réactions sont pas les mêmes avec un bouquin. Enfin, en tout cas, à mon niveau, que sur un compte Insta, c'est clair. Mais tu tâtes la sauce avant de sortir ton bouquin. Déjà, les haters ne savent pas où est la librairie ou la bibliothèque. Si, donc... tu vois, là, ils arrivent à 15. Dernièrement, ils arrivent à 15 et ils défoncent des gens. Là, ils arrivent. Là, ils arrivent. Tu as raison, là. L'heure est grave. L'heure est grave. C'est pas pris très au sérieux.